Bonsoir à tous. Donc effectivement, après ces deux interventions et panels tout à fait introductifs, nous allons parler ensemble de modèles économiques pour les médicaments de thérapie innovante. Donc j'ai avec moi Sabine Tandiguian, qui est aujourd'hui chez Géto, un fonds qui soutient l'innovation, notamment biotech, medtech, très orienté bénéfice-patient, si j'ai bien compris, et avec un passé dans la pharma et beaucoup dans les relations publiques, pas que, mais beaucoup. Pardon. Nathalie Coutinet, qui est aujourd'hui enseignante chercheuse à la Sorbonne et qui travaille sur l'économie de la santé, notamment, pas que, mais sur les stratégies pharmaceutiques et sur les stratégies d'assurance complémentaire santé. Et Arthur Strill, qui est VP Corporate Development chez Selectis. Donc on parlait tout à l'heure de gene therapy ou de cellules. Vous êtes en plein dedans, mais également avec un pasté au ministère de la Santé. Alors, 20 minutes, parler des modèles économiques des innovations de santé. Nous allons effleurer le sujet, mais on va essayer de lancer quelques idées. Donc, très timé. Mes intervenants savent que je serai intraitable sur le timing. Première chose, on parle beaucoup d'innovation, de payer l'innovation, d'accord, mais finalement, de quoi parlons-nous, hein, de quoi est-il question? Nous voulons payer quoi? Et donc pour vous, c'est quoi très brièvement? Comment on définit cette innovation? Est-ce qu'on parle de niche, de médecine personnalisée, des deux, ou de choses plus larges que sont un domaine thérapeutique ou un besoin médical? Je sais que Sabine a des convictions très fortes là-dessus, vous aussi sur des notions peut-être aussi de cycle d'innovation et de démocratisation. Donc je vous lance la balle sur ces premiers sujets. Merci. En effet, je rebondis aussi sur la partie réglementaire qui vient d'être présentée. C'est de plus en plus difficile de sortir des médicaments innovants. La barre est de plus en plus haute, les autorités de plus en plus exigeantes. Et tant mieux, ça veut dire que quand on a des médicaments qui sont chers, on a réussi à démontrer une valeur importante. Une valeur majeure, l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu est extrêmement exigeante en France. Il faut des bons comparateurs, il faut des cycles d'études cliniques extrêmement professionnels. Il faut de plus en plus des résultats qui soient prédictifs, donc des biomarqueurs qui accompagnent pour que les autorités s'y retrouvent quand elles payent. Donc oui, la barre est très haute et nous accompagnons les entreprises que nous choisissons sur une stratégie de développement clinique et pour accélérer l'entrée, ça a été évoqué, il faut démarrer sur des populations qui sont en impasse thérapeutique et apporter une valeur majeure. Dans l'oncologie, on sait très bien que c'est des durées de vie qui sont demandées. Aux patients en impasse thérapeutique, moi je dis c'est formidable quand on arrive à démontrer ça et donc les prix suivent. Et puis au fur et à mesure des développements cliniques, on élargit les populations, on remonte les lignes du cancer et on arrive jusqu'aux premières lignes. Donc une demande très forte, une exigence de plus en plus importante dans les grands pays. L'innovation ne s'obtient pas facilement. Alors, pour un économiste que je suis, et donc pas du tout ni médecin, ni impliqué dans les industries pharmaceutiques, je pense que là, je suis un peu aussi comme un patient, et l'innovation, c'est donc une amélioration thérapeutique, comme vous le disiez. Et ce qu'on constate malgré tout, je vais peut-être me fâcher avec une partie de la salle, c'est que l'innovation promise par les firmes, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et les médecins, et notamment en oncologie, disent souvent que les médicaments nouveaux et très chers ne sont pas forcément meilleurs. En tout cas, que le supplément de prix n'est pas toujours lié au supplément d'innovation. Et puis, il reste aussi encore beaucoup de maladies, alors que nous, en économie, on appelle des maladies négligées, c'est-à-dire des maladies sur lesquelles il n'y a pas ou très peu de recherche, sur lesquelles les firmes ne sont pas impliquées. Et c'est souvent, malheureusement, des maladies dans les pays dans lesquels le pouvoir d'achat ou les systèmes de santé ne sont pas en mesure de financer les médicaments à des coûts élevés. Donc l'innovation, évidemment, c'est merveilleux, et tout citoyen, tout patient veut des médicaments innovants. Et là, on voit aussi, je finirai là-dessus, mais l'épisode que nous commençons à traverser, qui risque d'être beaucoup plus grave, montre aussi que cette innovation, elle n'a pas toujours, enfin, les fonds n'ont pas toujours été vers des vaccins qui auraient été nécessaires et qu'on n'a pas poursuivi parce que, eh bien, quand le STRAS a été fini, il n'y a plus de financement sur les vaccins de STRAS, et puis qu'aujourd'hui, on s'en mord un petit peu les doigts. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'idée de commencer avec un besoin thérapeutique, et je pense que
le fait qu'il y ait un besoin thérapeutique majeur, ça doit être le point de départ de toute innovation. Après, il y a deux catégories. Soit on considère que ce besoin thérapeutique, c'est parce qu'il n'y a pas de traitement existant. Et là, on peut parler d'une maladie rare ou d'une maladie pour laquelle on est en totale impasse thérapeutique. On l'a vu encore avec Alzheimer, sur lequel on est en impasse thérapeutique, certaines pathologies psychiatriques notamment. Soit parce qu'il y a des traitements, mais un grand nombre de patients sont soit en rechute, soit réfractaires. Et il y a donc ce qu'on appelle en bon français un unmet need, un vrai besoin thérapeutique. Donc pour vous donner un exemple, chez Selectis, on développe donc des CAR-T allogéniques dans le domaine des cancers du sang. Donc on est en leucémie et en myélome. Et en fait, quand on regarde les taux de survie à 5 ans des patients dans ces cancers-là, ils sont dramatiquement bas. Et donc ça veut dire que oui, il y a des traitements, oui, il y a des choses qui existent, mais il y a encore un vrai besoin d'innovation thérapeutique pour ramener les patients à des niveaux d'espérance de vie, et en particulier d'espérance de vie en bonne santé, qui soient positifs. Et la deuxième point que je voudrais faire et sur lequel je reviendrai, c'est qu'attention, l'innovation, elle n'est pas uniquement thérapeutique. Elle est aussi industrielle et elle est aussi en termes de manufacturing. Et la FDA l'a rappelé à l'instant, en thérapie cellulaire, thérapie génique, on parle de choses extrêmement compliquées à fabriquer, qui coûtent extrêmement cher, qui sont des thérapies individualisées, qui coûtent très cher. Le fait de développer des thérapies qui s'industrialisent, et c'est ce qu'on pousse avec une approche allogénique, vraiment une approche sur-étagère des CAR-T-cells, ça va aussi permettre de diminuer les cost of goods et donc demain de diminuer les prix. Donc j'insiste, l'innovation, ce n'est pas qu'un vecteur de prix élevé, mais ça peut être aussi une occasion de faire diminuer les prix. Merci. Donc c'est une bonne transition vers la question suivante, parce qu'on dit toujours l'espèce de poncif qui circule, mais on ne pourra pas continuer à payer tout ça, le système ne pourra pas continuer à payer tout ça. Alors mythe ou réalité ? Point d'interrogation. Il y a évidemment des questions de rentabilité pour les entreprises, de sustainabilité, comment dire en français, de soutenabilité pour les payeurs, et aussi d'accès des patients et de façon équitable, et non seulement chez nous, mais vous l'avez bien dit, globalement. Dans un monde globalisé, ce serait bien de ne pas oublier certaines parties du globe. Donc, mythe ou réalité ? On ne pourra pas se le payer très longtemps. Alors, c'est vrai que moi, je pense que très clairement, le prix des médicaments, de certains médicaments, sont tout à fait exorbitants. Alors évidemment, l'argument de la recherche, du coût de la recherche est devenu totalement obsolète, puisque c'est pas ça que vendent les firmes, c'est pas ça que Gilead a vendu pour demander des remboursements à des prix élevés, et qu'aujourd'hui, puisque tout le monde fait des anglicismes, on sait qu'il y a un délinkage, et que donc le prix demandé par les laboratoires n'est plus lié au coût de production. Et donc, on a aujourd'hui des prix qui sont, à mon sens, qui mettent en péril les systèmes de remboursement. On parle tout le temps du déficit de la sécurité sociale. Alors, j'ai relevé des prix anciens, vous devez les connaître mieux que moi, des prix de 2016, des médicaments dont les coûts pour la sécurité sociale sont de l'ordre de 500 millions d'euros par traitement. Donc évidemment, il y a un problème de soutenabilité de nos systèmes de santé sur des industries qui sont, excusez-moi, là aussi je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, qui sont des firmes qui sont ultra rentables. Le secteur pharmaceutique n'est absolument pas un secteur qui souffre de rentabilité. Et, alors heureusement peut-être, mais la santé, c'est pour des économistes, notamment Rawls, un bien premier. Et donc c'est un bien sur lequel, finalement, on ne devrait pas faire de profit. Puisque la santé publique n'est pas liée à un profit. Ce n'est pas comme quand on vend des automobiles ou des montres ou des chaussures. Donc ce décalage entre le coût de production, le coût de recherche et les prix, à mon sens, est totalement exorbitant et met totalement en péril soit nos systèmes de santé, soit l'accès aux traitements dans les pays du Sud en particulier. Je passe la parole à Sabine, qui, je pense, a une vision j'adore la un peu différente. Ah oui, oui. Alors, donc, effectivement, je suis aujourd'hui associée dans un fonds d'investissement dans la biopharma avec l'ambition de faire accéder des thérapeutiques d'innovation au maximum de patients. Mais j'ai un long passé dans l'industrie pharmaceutique. Alors, vous parliez d'affaires publiques, c'est peut-être parce que j'ai négocié des prix et j'ai négocié des enregistrements quand j'ai été présidente de la filiale Janssen en France. Et donc, je connais bien, je me suis même posé des questions personnelles éthiques sur ce que vous venez de dire. Alors, je voudrais poser quelques principes. Les médicaments qui ne délivrent pas dans la vie réelle, mais il y a des suivis et les autorités nous demandent les données dans la vie réelle. Donc quand ça ne correspond pas, quand la promesse n'est pas au rendez-vous, eh bien il y a des sanctions financières derrière. Bien sûr, vous citez des prix élevés. Moi, je me réjouis que le prix des médicaments soit si élevé. Je ne souhaite que leur augmentation parce que ça veut dire que l'innovation sera au rendez-vous.
Et vous parlez de prix souvent facial. Il y a des tas, et on y reviendra peut-être, de mécanismes pour les autorités pour faire des rebates, en bon français, des rabais. Vous avez évoqué l'hépatite C, j'enseigne, était coprescrit avec le médicament de Gilead. Le modèle économique que nous avaient demandé les autorités était un modèle donc économique au long cours. On aurait pu demander beaucoup plus, parce que toute guérison et tout évitement d'une transplantation du foie est extraordinairement bénéfique au système de santé au long cours. Nous ne l'avons pas fait, les autorités ont même plafonné. On dit vous guérissez tout le monde avec un plafond. Donc je comprends qu'il y a une sensibilité. Je comprends que les bénéfices que font les grands groupes pharmaceutiques peuvent parfois choquer. Tous ces grands groupes aujourd'hui se mobilisent au niveau mondial quand il s'agit de pandémie. Donc le sida a été très éducationnel pour ça. C'est-à-dire qu'on a appris notre leçon. Difficile. Non, quand il y a pandémie, le groupe dont je viens donne le médicament pour stopper la pandémie. Bien sûr, le cancer n'est pas une pandémie. Donc on peut se poser des questions éthiques. Moi, je vous demande aussi, quelle est l'alternative ? Aucun système, malheureusement, je dirais, l'alternative au système capitaliste, qui est la récompense par l'argent. Et je me suis posé la question aussi éthique personnelle. Moi, je ne suis pas médecin. J'aurais pu vendre des produits de beauté. J'ai choisi de rester dans le médicament parce que je pense que la valeur humaine est extraordinaire. Et je finirai sur un point. Et j'ai choisi d'être un peu provocatrice ce soir, c'est qu'on a devant nous une bombe sociale, c'est le vieillissement de la population, c'est la dépendance des personnes âgées. Eh bien, ce ne sont ni les objets connectés, ni avec en même temps une destruction de la cellule familiale, ni les EHPAD qu'on essaie tant bien que mal de mettre en place, qui un jour traiteront ce problème. Ce seront des médicaments dans les maladies neurodégénératives et des médicaments mis au point par les grands groupes internationaux, pharmaceutiques, issus de la recherche privée. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous vivons. J'accepte vos remarques. Ah, ça n'est pas absurde. Je vous suggère de laisser la parole à Arthur, néanmoins. Et je termine. D'accord, le trou de la sécurité sociale. Parlons du trou de l'éducation. Parlons du trou de l'armée. Choisissons où nous mettons notre argent. Je voulais répondre à ce que vous avez dit, en fait. Merci, Sabine. Si je peux juste prendre un point de recul, je pense que qu'est-ce que ça veut dire un prix élevé, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le prix d'un médicament qui guérit une maladie rare et qui donne 30 ans d'espérance de vie à un enfant, qui va permettre ensuite d'être productif, de cotiser, d'éviter un grand nombre de coûts d'hospitalisation, de vivre, est-ce que ça, c'est un prix élevé ? Bien sûr, 1 million d'euros pour un MeToo, une pharma qui développe un anticorps qui ressemble exactement au précédent et qui le price à 1 million d'euros, ou qui va continuer à faire du evergreening pour maximiser la durée de vie de ses brevets, ça, oui, c'est des prix élevés. Est-ce que le Zolgensma de Novartis est à un prix élevé ? Je ne sais pas. Et c'est une vraie question. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait un économiste de la santé sur ce panel. On a besoin que les économistes nous disent. On ne peut pas avoir des raisonnements blancs ou noirs. Les prix sont trop élevés, les prix sont pas assez élevés. On a besoin d'avoir un assessment au cas par cas. On va y revenir après sur qu'est-ce qu'on paye. Alors, je sens que Nathalie veut absolument répondre, donc je vous laisse la parole. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, vous nous dites les prix des médicaments sont élevés parce qu'ils sauvent. Quel est le prix de la vie ? Et alors, à ce moment-là, est-ce que parce qu'on est dans un secteur particulièrement important, évidemment, pour la vie humaine, ça veut dire que les firmes doivent engranger des profits absolument hallucinants, de sorte que d'autres n'ont pas accès, que plusieurs n'ont pas accès au traitement. Vous me parlez de Gilead, mais les médecins ont été obligés, dans les hôpitaux, de sélectionner les patients qui pouvaient bénéficier du traitement, tellement il était élevé. Est-ce que c'est ça la médecine qu'on veut ? Moi, non. Et je pense que si on fixe le prix des médicaments sur le prix de la vie, alors à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez vendre des médicaments à des milliards et des milliards et des milliards d'euros, mais vous allez le justifier comment ? Par le prix de la vie ? C'est absurde. Enfin, c'est totalement fou. Alors, je vous propose qu'on enclenche parce qu'il nous reste 5 minutes. Absolument importante de tous les firmes pharmaceutiques. Maintenant qu'on a posé le problème, qui est clairement bien posé, quels sont les mécanismes potentiellement innovants ou qui se profilent ? On a commencé à avoir des mécanismes réglementaires qui sont une bonne chose, ainsi qu'à l'autre côté de l'Atlantique. Il y a quand même pas mal de choses qui se profilent aujourd'hui sur des pré-marketing programmes, du paiement pour la performance, du risk sharing, des ajustements de prix post-mise sur le post-marketing commitment, de la transparence de prix, on en a parlé finalement, on paye quoi en vrai ? Et puis cette notion peut-être de prise en compte médico-économique, on en avait parlé au téléphone, est-ce qu'il faut des choses un petit peu plus étayées sur ces sujets-là ? On va peut-être laisser la parole à Arthur en premier. Et puis vous m'aviez parlé, vous Nathalie, de la prise en compte de la recherche publique aussi dans
le prix, ou en tout cas l'évaluation économique du médicament. Sur la partie pricing, je laisserai les experts qui ont beaucoup plus d'expérience que moi parler. Je voudrais juste parler de l'importance de la concurrence aussi, qu'on oublie trop. Alors peut-être certains me traiteront d'infâme capitaliste, mais je suis absolument convaincu que la concurrence entre firmes pharmaceutiques est un levier extrêmement puissant de diminution des prix. 2 exemples. On a l'exemple d'Harvoni, de Gilead, qui est trop élevé, pas assez élevé, je ne sais pas. Mais on a un grand nombre de firmes qui ont vu l'intérêt du marché et qui ont commencé à développer des médicaments équivalents. Qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, les prix mécaniquement ont baissé et la patient population qui a pu accéder à ces traitements a commencé à augmenter progressivement. Ça ne me choque pas profondément qu'on récompense le premier entrant tant qu'on a un mécanisme de concurrence qui permet ensuite la baisse des prix. Autre exemple, encore une fois dans le domaine des CAR-T, 400 000 € pour un CAR-T autologue aujourd'hui de Novartis ou de Gilead. Est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que c'est pas trop élevé? Je ne sais pas. On a d'autres traitements, et notamment les approches industrielles allogéniques qui vont arriver, qui vont baisser les prix et qui vont permettre, sans aucune intervention du régulateur autre que faciliter l'entrée de ces nouveaux médicaments, d'avoir un mécanisme de correction des prix. Merci. Sabine, vous vouliez intervenir. C'est ce que précisait effectivement la personne qu'on a eue de la FDA, c'est qu'il y a une concurrence inévitable, une prime au premier entrant, un mécanisme aussi qui fait que l'innovation est tellement difficile à atteindre que les populations concernées sont de plus en plus petites et que donc le prix aux patients semble exorbitant. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui sont vraies. Moi, je ne vais pas aller contre. Mais je me dis, à force d'entretenir c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. On est dans un discours qui met en péril, je pense, l'innovation. Et malheureusement, le levier, c'est la profitabilité des grandes entreprises. Je vais passer du côté où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille dans un fonds d'investissement. Quand on lève des fonds auprès d'investisseurs généralistes, ils ne comprennent pas comment nous valorisons nos sociétés sans 1 euro de chiffre d'affaires. Puisqu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont vendues des milliards sans 1 euro de chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'elles ont su développer des médicaments qui se projettent dans une espérance de prix. Eh bien, quand on n'arrête pas de critiquer les prix en général, on met aussi en péril le financement de l'innovation des startups, parce qu'on se tue à leur expliquer, il n'y a pas de résultat, tout est en perte, il y a une espérance. Mais j'entends malgré tout ce que vous dites et votre souci. Je voudrais vous rassurer, les prix faciaux ne sont jamais ce que les laboratoires, ou très rarement, récupèrent. Il y a des systèmes de plus en plus sophistiqués des autorités, et nous discutons je dirais très légitimement et ouvertement, des systèmes de clause de sauvegarde pour toute l'industrie en France, qui doit rembourser, si on va au-delà d'une augmentation autorisée des chiffres d'affaires, des systèmes de pay for performance, quand les laboratoires vont être obligés de rembourser les patients non répondeurs, les autorités disant « moi je paye quand ça répond, d'accord, mais quand ça répond pas, je ne veux plus ». Aux États-Unis, entre le prix facial et le prix net, il y a entre 30 et 50% de rabais à travers tout le système. Donc, le prix facial est aussi quelque chose qui tient du fantasme. Ça n'est pas ce qu'engrangent les laboratoires. Mais je refuse d'entrer dans ces entreprises sont trop riches, parce que malheureusement, le levier du monde économique, c'est le système capitaliste. Encourageons la concurrence, aidons les startups à avancer de plus en plus vite, et pourvu que demain, on trouve un médicament dans l'Alzheimer. Alors, je vais vous répondre sur 2 points. D'abord, je vous ai parlé du coût pour la sécurité sociale et je n'ai jamais parlé de prix facial. Je suis tout à fait qu'il y a des remises. Donc, je vous ai parlé du coût pour la sécurité sociale. Donc, votre réponse sur les prix faciaux. OK. Oui, mais je ne fais pas la presse, d'accord. Mais moi, je ne balance pas des prix. Je vous ai parlé d'un coût pour la sécurité sociale. Donc, ça, c'est très différent. Et puis, si vous voulez encourager la concurrence, alors moi, j'ai un système super bien. Vous supprimez le système des brevets. Parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, revendiquer des brevets et de l'autre côté demander la concurrence. Je ne sais pas ce que pensent les entrepreneurs dans la salle de cette proposition. Non mais moi je ne sais pas, moi je suis économiste, je ne suis pas entrepreneur et voilà, chacun son métier. Mais pas du tout. La recherche en santé est très largement financée par la recherche publique. Elle est appuyée par la recherche publique. D'ailleurs, BPI, il me semble que c'est une banque publique d'investissement. Donc, c'est de l'argent public. Donc, l'argent public est investi, et c'est heureux, et j'en suis absolument ravie, dans la recherche pharmaceutique. Non, mais on est en France. Moi, je parle de la France. Dans la recherche pharmaceutique. Et donc, je trouve que, bien sûr qu'on est dans un système capitaliste, bien sûr qu'il faut que les firmes fassent des profits et rentabilisent leur recherche et soient incitées par la rentabilité à faire des profits. Maintenant, il y a profit, et puis profit exorbitant. Voilà. Et c'est là où, sans doute, on n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec tout le début, si vous voulez, mais il y a une limite. Et évidemment, encore une fois, si la performance, c'est le prix de la vie humaine, c'est absolument pas possible.
Alors, nous allons devoir malheureusement nous arrêter. On a vu quand même qu'il y a un certain nombre de points de convergence sur ce que c'est que l'innovation, sur le fait qu'il en faut, sur le fait que peut-être on peut quand même la payer, mais jusqu'à quel niveau. Et un point qu'on n'a pas pu aborder, c'est la globalisation de tout ça, qui peut-être est aussi une façon de répondre à ces questions. On n'est pas que en France. En tout cas, merci. Il y a quand même un bon nombre de points d'innovation qui ont été soulevés, d'innovation dans le paiement de l'innovation. Merci à vous trois. Merci à vous.